plaisir. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir vous offrir une conférence que je pense qu'elle est d'actualité, cette conférence-là sur la dépendance affective et les relations saines et malsaines. Donc, pour faire du pouce sur ce que Isabelle a nommé, moi, je suis sexologue aussi à mon compte là, depuis 2021. Puis j'effectue entre tout ça des interventions de crise, des interventions en santé mentale dans différents domaines. Donc, c'est pour moi un plaisir de pouvoir vous offrir mon expertise aujourd'hui. Donc, à la fin, là, lorsqu'on aura notre petit moment pour les questions, si vous avez des spécifications que vous avez besoin, n'hésitez pas à les nommer. On prendra un petit moment. Puis sinon, la période de questions va notamment servir aussi pour les concepts de la conférence qu'on aura peut-être un petit peu moins compris. Donc, n'hésitez pas à la fin, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, je vais juste faire le partage d'écran pour qu'on puisse voir mon écran. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer qu'on voit bien? Oui, je te OK, confirme, super. oui. Très bien. Donc, on devrait voir un petit cœur dansant, là, à ce Oui, moment. un cœur qui danse, c'est génial. Exact. Donc, aujourd'hui, mon rôle principal, ça va être vraiment de vous expliquer un peu c'est quoi la dépendance affective, à quoi ça peut ressembler dans le quotidien de quelqu'un et aussi de comprendre un peu, ben, c'est quoi une relation saine puis une relation qui le serait moins. Donc, si on peut commencer peut-être avec une petite quote, j'aime bien ça. La jalousie voit tout, excepté ce qui est. Souvent, c'est un sentiment que plusieurs personnes que ce soit nous-mêmes ou que ce soit des autres près de nous, vont expérimenter, puis qu'on a l'impression comme quoi que ça nous envahit. Donc, on va pouvoir comprendre ensemble un petit peu d'où ça vient, ça, et pourquoi qu'on peut se sentir comme ça. Donc, peut-être pour commencer avec des petites définitions pertinentes, si on regarde au niveau de la dépendance affective, on pourrait qualifier la dépendance affective un peu comme un besoin d'affection qui peut nous quitter, qui peut nous demander de nous négliger un petit peu. Un peu comme si notre amour, notre estime va vraiment dépendre de ce que notre partenaire va nous donner comme facteur externe. Donc, on cherche un peu à combler ses besoins au travers de l'autre. Puis ça peut se faire de vraiment plusieurs manières qu'on va pouvoir voir là, au courant de la conférence. On peut regarder aussi le concept de la jalousie. C'est quelque chose que souvent en consultation, je vais me faire demander, est-ce que la dépendance affective, c'est la même chose que la jalousie? Il y a quand même une nuance, du sens où ce que la jalousie, c'est vraiment plus un sentiment désagréable qu'on peut ressentir en voyant l'autre personne jouer d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on aimerait euh, posséder seul. Je vous donne un exemple. On peut y aller avec même un exemple avec un ami, quand que notre ami passe du temps avec d'autres amis. On peut se sentir inconfortable avec ça parce qu'on aimerait ça être privilégié et avoir du temps avec cet ami-là, peut-être un petit peu plus seul. Donc, on pourrait dire dans ce cas-là qu'on parle peut-être plus davantage de jalousie que de dépendance affective. Encore une fois, au travers de la conférence, on va être capable de revoir un petit peu ces concepts-là ensemble. Quand on parle de dépendance affective, c'est vraiment plus un besoin constant de contact. Qu'on parle de contact physique, contact téléphonique, on veut être avec l'autre, on a besoin d'être avec l'autre. Puis c'est aussi des sentiments très extrêmes. Donc, la jalousie peut faire partie de ces sentiments-là qu'on va ressentir, mais c'est des sentiments de frustration, de peine et de peur qui peuvent être très, très, très intenses et qui nous poussent parfois à des comportements qui sont peut-être, eux, malsains. Comme je l'ai dit un petit peu, c'est comme de vivre à travers l'autre, puis pour l'autre. On s'oublie un petit peu quand on souffre de dépendance affective parce qu'on veut tellement que l'autre soit bien, puis que l'autre nous aime, qu'on finit par ne pas répondre à nos propres besoins. Donc, au niveau un petit peu là, des sphères de notre vie, j'ai donné l'exemple là, d'une relation amicale, mais c'est tellement dans plusieurs autres domaines. On a, bien évidemment, je pense que tout le monde, quand on pense de dépendance affective, on pense à la relation de couple. Donc, de ne pas vouloir là, que notre copain, notre copine soit avec un autre ou qu'on veut vraiment avoir un lien privilégié seul avec cette personne-là. Mais la dépendance affective et la jalousie peuvent
se revoir dans d'autres types. J'ai mis quelques exemples à l'écran là, que vous allez pouvoir voir, dont la relation avec les parents. On peut parler des plus jeunes. Ici, je sais qu'Isabelle m'avait nommé comme quoi qu'il y avait peut-être des jeunes qui se trouvaient. Fait que des Oui, fois, oui. Mhm. on veut avoir un lien, tu sais, avec nos parents qui est peut-être plus privilégié. Puis quand on doit séparer nos parents avec des frères, des sœurs, ça peut parfois causer ces sentiments-là désagréables qu'on ressent. La même chose aussi au niveau des relations amicales, comme je l'ai nommé tantôt, mais également dans les relations sociales et professionnelles. C'est important pour l'ego d'une personne de se sentir importante et de se sentir de valeur. Donc, quand on a des facteurs parfois qui peuvent contrevenir à ça, ces sentiments-là peuvent devenir un petit peu plus problématiques. Si on regarde un petit peu en lien avec les types d'attachement, c'est quelque chose comme quoi que j'aime explorer quand on parle de dépendance affective et de jalousie parce que ça peut expliquer beaucoup d'où est-ce que ces sentiments-là viennent. Les types d'attachement, on parle souvent là, des types d'attachement à l'enfance. Moi, je vais vous en présenter 4, là, et c'est quand même les 4 les plus communs. Je sais comme quoi qu'il y a d'autres recherches, des fois, qui vont aller les modifier un petit peu, mais c'est ceux que je vous présente aujourd'hui. Donc, on a bien évidemment l'attachement sécurisant. Ça, c'est celui qu'on aimerait donc toujours l'avoir. Celui-là, si on est capable de l'avoir le plus souvent possible, là, on se sent bien. C'est vraiment un style d'attachement lorsqu'on sent qu'on a peu d'anxiété, puis qu'on se sent bien dans l'intimité et la relation dans laquelle on est. Donc, on n'a pas besoin de faire des preuves et de recevoir des preuves. On se sent bien dans notre relation. C'est important de dire comme quoi que l'attachement sécurisant vient aussi de nos modèles parentaux. Là, comme je vous disais, ça vient de l'enfance. Donc, quand on a été habitué avec des modèles sécurisants à l'enfance, donc que nos parents répondaient à nos besoins, qu'on ne se sentait pas comme s'il nous manquait quelque chose, que ce soit en termes d'attention ou de besoins là, comme manger, avoir un toit et toutes ces choses-là, ben, on parle peut-être plus d'attachement sécurisant. Donc, comme je le nomme, si on peut comme faire un exemple, l'attachement sécurisant, c'est quand on a beaucoup d'estime de soi, mais aussi beaucoup de confiance envers l'autre. Donc, c'est comme un plus-plus, j'aime l'appeler. Si on regarde peut-être un petit peu plus au niveau du style d'attachement craintif, on est peut-être plus dans quelqu'un qui a une faible estime d'eux-mêmes puis qui font peu confiance aux autres. Donc, dans ce style d'attachement-là, c'est des gens qui peuvent avoir vécu des situations d'abandon à l'enfance, que c'était très douloureux, puis que ça a provoqué en eux une insécurité, vraiment une crainte de l'intimité, de faire confiance aux autres parce que ben, se donner à quelqu'un d'autre, ça peut faire mal. Donc, eux autres, prendre le risque d'aimer veut peut-être dire comme quoi ils vont prendre le risque de souffrir. Et ça, ces personnes-là ne veulent pas, effectivement. Je pense que personne qui veut vivre de la souffrance. Donc, c'est des gens comme quoi qui vont avoir beaucoup de difficultés au niveau de l'intimité, puis dans leur relation de couple et même amicale, comme que je l'ai nommé plus haut, là, toutes ces sphères de relations-là. Si on regarde peut-être un petit peu plus au niveau du détaché, l'attachement qui est plus détaché, on parle davantage de quelqu'un qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, mais peu d'estime pour les autres. Donc, on fait moins confiance. Donc, c'est là comme quoi que le, la dépendance affective, en fait, là, peut être intéressante à regarder parce que les personnes qui sont plus de type détaché sentent comme quoi qu'ils font bien les choses et qui démontrent beaucoup l'amour qu'ils ont pour l'autre personne, mais qui ne reçoivent peut-être pas cette reconnaissance-là. Et ça, de ne pas recevoir ça, bien, ça peut faire en sorte qu'on se détache et qu'on s'enlève de cette situation. Donc, on peut penser justement à des personnes qui vont être en couple un certain temps et qu'ensuite, quand que ça commence à ne pas bien aller, ça s'en va. Donc, dans des cas comme ça peut être problématique pour ces personnes-là parce que c'est pas évident de ne pas faire confiance aux autres, mais de nous sentir qu'on fait les choses comme il faut. Quand on regarde un petit peu plus le style préoccupé, celui-là, c'est quand que nous, on a peut-être plus d'estime envers les autres qu'envers nous-mêmes.
Donc, on est très insécure envers nos capacités. Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je comble mon partenaire? Et à ce moment-là, quand on sent comme quoi que l'autre peut nous valoriser, c'est qu'on va aller chercher cette validation-là de l'autre personne. Fait que c'est des gens qui ont besoin beaucoup de reconnaissance, de se faire dire qu'ils sont fins, de se faire dire qu'ils sont un bon partenaire, un bon ami, une bonne personne, puis que quand ils ne reçoivent pas cette validation-là, deviennent très, très, très inconfortables et très, très, très insécures. Ce que ça donne surtout chez l'adulte, tu sais, ces styles-là d'attachement que je viens de vous présenter, ça guide inconsciemment un peu comment est-ce qu'on va rentrer en relation avec les autres dans nos modes de vie, comme que je disais, travail, école, euh, partenaire amoureux ou même amis. Donc, dans des cas comme ça, c'est important parfois de reconnaître quel type d'attachement qu'on est pour après ça comprendre comment est-ce que moi je réagis dans mon quotidien, dans mes relations. Je parle depuis tantôt un peu des relations saines et des relations malsaines, mais qu'est-ce que c'est au final une relation saine? Je pense que, je pense que les jeunes vont pouvoir être d'accord avec moi. C'est une question qui revient souvent, surtout quand on est adolescent, c'est dans nos premières expériences de rentrer en contact avec des amis qu'on ne connaît pas, peut-être même aussi potentiellement notre premier amoureux, amoureuse. Donc, on souhaite avoir des relations avec les autres, puis de rentrer en contact avec les gens. Mais qu'est-ce que ça représente par contre? Puis qu'est-ce qu'il faut peut-être faire attention dans nos patterns de relations pour être sûr qu'on reste dans une relation saine et non malsaine? Donc, quand on parle de relations saines, je vais y aller davantage au niveau amoureux, mais si jamais, lors de la période de questions, vous voulez peut-être que je m'attaque plus à d'autres sphères de vie, n'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir. On peut parler de partage, de réciprocité, d'empathie, mais aussi de respect. Une relation qui est saine, c'est une relation où on prend le temps d'écouter l'autre et d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités, avec ses défauts. Je pense comme quoi que ça serait très prétentieux de moi de vous dire comme quoi que l'humain peut être parfait. On a tous nos moments de vulnérabilité où ce que parfois on a besoin d'être validé. Par contre, d'être capable de le dire et d'être capable de le recevoir, c'est quelque chose qui fait partie des relations saines. Euh, Bien évidemment, comme je dis, de communiquer nos besoins, d'être capable de les reconnaître, ces besoins-là, mais aussi, si l'autre nous fait part des siens, d'être capable de l'écouter parce que c'est beau d'être capable d'identifier, moi, j'ai besoin de ça dans ma relation amoureuse, mais si on a de la difficulté à écouter l'autre, c'est là que les conflits, puis peut-être que les comportements malsains peuvent s'en venir. Bien évidemment, on peut parler aussi de sentiments de sécurité. Si on est dans une relation et qu'on ne se sent pas sécure, je vous donnerai un exemple. Vous êtes avec un copain, une copine, puis à chaque fois que vous essayez de le rejoindre, il n'est jamais disponible. Et quand vous lui demandez, ben, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais avec des amis? Il ne veut pas répondre à la question. Ce n'est pas de tes affaires. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, notre sentiment de sécurité peut être moindre parce qu'on ne comprend pas un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que notre partenaire fait. C'est important pour nous aussi de comprendre un peu ce que l'autre fait, puis c'est quoi ses champs d'intérêt, puis qu'est-ce qu'il aime. Puis c'est correct qu'ils partent avec d'autres mondes, mais des fois, de ne pas être sécurisé dans certaines sphères, ça peut faire en sorte comme quoi que notre couple devient avec des patterns plus malsains. Dans l'exemple contraire d'une relation qui serait saine, on pourrait parler de quelqu'un qui, ben, je m'en vais avec mes amis ou pour les adultes, je m'en vais prendre un verre avec mes amis, puis je te recontacterai quand j'aurai le temps. Et ça, on n'a pas de problème avec ça. On accepte comme quoi que l'autre fait quelque chose d'autre que d'être avec nous, mais on est sécurisé parce qu'on comprend ce qui se passe. Bien évidemment, l'égalité, quand il y a des dynamiques de pouvoir qui ne fonctionnent pas. Donc, qu'un exemple a le droit de faire certaines choses et l'autre non, ben, on parle peut-être plus de comportement malsain. Donc, plus qu'il y a d'égalité dans notre couple, plus que la relation risque d'être saine.
Puis bien évidemment, j'aime beaucoup celui-là. Puis c'est celui que je trouve qui est très difficile. C'est d'avoir une bonne estime de soi. Quand on est confiant envers nos capacités, puis qu'est-ce qu'on vaut, ben c'est plus facile ensuite d'être capable de le rapporter dans notre relation de couple. Donc, comme je disais un petit peu tantôt, là, lorsque je parlais des styles d'attachement, on parle parfois de personnes qui ont peu confiance en eux. Ces gens-là, justement, vont vivre des insécurités, puis ils vont avoir beaucoup, beaucoup besoin de validation. C'est correct, sauf que le but, je pense, qui peut être intéressant à travailler, c'est d'augmenter cette estime-là, puis que vous vous sentiez de mieux en mieux avec vous-même et votre propre validation. Je pense que c'est très important de s'auto-valider dans la vie. Puis, c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école, hein, même au niveau du travail. C'est pas une qualité que c'est écrit sur papier comment qu'on s'auto-valide. Donc, on pourra en reparler justement peut-être plus en période de questions de quelques trucs qu'on peut faire pour se donner un petit peu plus d'estime et de se sentir mieux avec nous-mêmes. Si on rentre un petit peu plus dans les relations malsaines, j'en ai parlé un petit peu là, en faisant des liens avec les relations saines, mais si je peux aller plus de l'avant, on peut parler de contrôle. Donc, justement, les rapports de pouvoir qui ne sont pas égalitaires. Il y a quelqu'un qui peut contrôler un petit peu plus l'autre. De l'humiliation aussi. C'est vraiment pas plaisant à vivre, mais d'utiliser l'humiliation afin de mettre notre point valable, ça peut vraiment être nuisible. Puis aussi, quand c'est imprévisible ou qu'on a une pression qui vient de l'autre, ben, c'est pas toujours facile à gérer. Puis ces situations-là peuvent créer que, ben, on adopte des comportements malsains. Si je vous donne des exemples de comportements malsains, on peut, exemple, faire des suppositions. Donc, je suppose comme quoi que mon partenaire, il est avec une autre personne présentement. Il n'est pas avec moi, je ne suis pas capable de valider il est où. Donc, il est probablement avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est une supposition. Cette supposition-là peut apporter justement du stress. Et ensuite, des distorsions cognitives. Donc, on peut parler de distorsions cognitives comme la pensée tout ou rien. C'est soit qu'il est avec moi, soit qu'il n'est pas pantoute avec moi, il fait d'autres choses avec d'autres mondes. Donc, ce genre de pensée-là, vraiment qui est polarisée, peut apporter beaucoup de mal-être. Et ensuite, ben, ça peut apporter des conflits dans le couple. Donc, qu'on va avoir des conflits parce que là, si tu n'es pas avec moi, ben, c'est que parce que tu ne m'aimes pas du tout. Alors que quelqu'un peut être avec quelqu'un d'autre et nous aimer quand même. Donc, ce genre de méthode de pensée-là, vraiment le tout ou noir, ou des fois, j'aime aussi dire le noir ou blanc, qui n'a pas de zone grise, là, ça peut faire partie d'une distorsion cognitive. Aussi, la conclusion hâtive. Donc, de dire, ben, mon partenaire, il a regardé une femme alors qu'on était au restaurant. Donc, c'est sûr comme quoi qu'elle est plus intéressante que moi. Donc, ce genre de conclusion-là peut être très néfaste aussi parce que sans même demander l'avis de notre partenaire, nous venons à une conclusion qui est possiblement fausse ou qui n'est pas nécessairement le portrait de la réalité. J'aime bien dire, moi, que notre perception, c'est notre réalité, mais ce n'est pas la réalité. Donc, ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, ça va vraiment être notre regard, un peu comme notre lunette, comme moi je porte une lunette aujourd'hui. Donc, moi, comment je vois le monde, c'est au travers ma lunette. Donc, votre perception, c'est un peu comme votre lunette que vous mettez à tous les jours. Sauf qu'il existe bien des formes de lunettes, bien des couleurs différentes. Et ces perceptions-là peuvent être très différentes d'un individu à l'autre. Donc, d'être conscient que c'est pas parce que nous, on perçoit quelque chose que c'est nécessairement le portrait global de la situation. On peut regarder aussi, en termes de distorsion cognitive, de la surgénéralisation. Donc, tirer vraiment une conclusion générale à propos d'un seul élément. Donc, il s'est passé quelque chose de négatif dans ma relation de couple. Donc, maintenant, ça ne va plus jamais bien aller. Donc, ce genre de surgénéralisation-là, c'est toxique aussi parce que ça ne permet pas la place à l'amélioration, la place au discours, la place au partage, qui sont, un peu comme je vous le nommais, des choses qui sont très importantes dans les relations saines.
Également, quand on parle aussi de dramatisation ou de minimisation, les deux sont aussi pires, si on veut dire, un que l'autre, ben, de dramatiser une situation, puis de mettre de l'emphase sur des choses qui sont peut-être très anodines, c'est pas nécessairement bien. Encore une fois, je fais allusion à notre perception. On peut percevoir qu'un événement est très gros, très prenant. Mais si on le dramatise et on le dramatise, c'est très difficile après ça de revenir à son état général. Même chose, exemple, quand on parle d'une minimisation. D'exemple, de nommer, ben, moi j'ai un inconfort quand tu fais tel comportement. Ah, mais c'est pas grave. On passe à côté puis on y prend pas soin. Donc, la minimisation, surtout quand on parle de minimisation des émotions, ça fait très mal. Et c'est important de faire attention à cet aspect-là parce que, encore une fois, vous pouvez percevoir que l'enjeu est minime, mais c'est peut-être pas le cas de l'autre personne. Puis je pense que c'est important parfois d'écouter l'autre dans ce qu'il vit puis ce qu'il ressent. Donc, ça ressemble un petit peu à ça au niveau des relations saines, malsaines, des choses qui peuvent être un petit peu plus problématiques. Puis, justement, en lien avec ça, j'aimerais ça aussi vous parler des pensées automatiques. On a parlé de distorsion cognitive et j'aimerais vous donner un bel exemple qui est en lien avec la dépendance affective et la jalousie qu'on pourrait trouver. Donc, mettons là que je vous demande présentement, là, puis pas besoin de répondre, là, vous pouvez y penser dans votre tête. Je vous demande de ne pas penser à un point rouge. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tout le monde qui sont présents à la réunion aujourd'hui pense à un point rouge. Donc, une pensée automatique, c'est un peu comme ça. C'est quelque chose qu'on va penser et qu'on n'a pas nécessairement le contrôle. Ça vient et ça part. Là où ce que l'enjeu, c'est quand ces pensées automatiques-là ne partent pas. Donc, on ne peut pas penser à un point rouge tout le reste de la journée. En tout cas, je ne pense pas que ça va être pertinent pour la majorité du monde ici. Donc, si on regarde un exemple un peu de comment ça fonctionne, la pensée automatique. On va avoir un événement ou une situation qui peut se produire qui est externe à nous. Donc, exemple, je vois mon partenaire avec une autre personne. Donc, je ne sais pas, je suis en train de magasiner et j'ai vu mon partenaire au centre d'achat avec une autre personne. C'est un événement, ça fait partie de l'externe de moi. Par contre, on n'est pas des êtres sans pensée et des êtres légumes, là, donc on va avoir une réflexion par rapport à cet événement-là. Donc ensuite, la pensée, au niveau du numéro 2, une pensée exemple, ben, moi j'interprète que cette personne-là a possiblement des sentiments pour la personne avec qui il est. Est-ce que c'est réellement ce qui se passe? On ne sait pas. J'ai pas été validée avec mon partenaire, mais c'est une pensée automatique que j'ai peut-être eue. Ce qui va être intéressant, c'est au niveau ensuite des deux autres étapes. Donc, la troisième, au niveau de l'émotion, mais aussi du ressenti physique. Donc, moi, je pourrais dire, ben, je suis vraiment fâchée que mon partenaire a peut-être des sentiments pour une autre personne. Ça ne me convient pas. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, cette humeur-là, ce sentiment-là que je peux ressentir peut être très envahissant puis très prenant, ce qui va faire en sorte qu'ensuite, je peux avoir un comportement. Le comportement, je pourrais vous donner un exemple. Mettons, quand on revient à la maison les deux, que moi, je reviens du centre d'achat, lui aussi, ben, je le confronterais par rapport à la situation, puis lui dire des choses comme ah ben là, tu vois, tu as des sentiments pour une autre, tu ne penses pas à moi, tu ne m'aimes pas, et ça me fâche et j'aimerais ça que ça change. Je ne veux plus jamais que tu vois cette personne. Donc, le comportement, c'est là qu'on va parler justement de comportement toxique. C'est ce qu'on va faire avec cette émotion-là, cette pensée-là, légitime à la situation, qui va définir si notre comportement il est davantage toxique ou positif. Mais au niveau de la pensée, c'est quelque chose que ça se peut que malgré nous, malgré un beau travail personnel, on puisse quand même y penser. Quand on parle de sexe vicieux, de la dépendance affective, on parle justement des comportements qu'on peut y avoir là, en termes de valider des choses. Donc, quand on vit de la dépendance affective, on peut vivre premièrement de l'obsession. Donc, on est vraiment obsédé à avoir un besoin
affectif comblé par cette personne-là précise. On veut que cette personne-là comble notre manque et on a besoin d'elle. Et si elle n'est pas là, ben notre monde s'écroule. Donc, on commence à avoir vraiment là, des comportements et des pensées obsessives par rapport à la personne. Ensuite, on tombe à des stratégies pour un passage à l'acte. Je pourrais vous donner un exemple. Mettons que, je ne sais pas, moi, j'ai écrit à mon ami et mon ami ne me répond pas. Donc là, je commence à obséder, faire comme, ben là, j'ai besoin qu'il m'écrive, j'ai besoin qu'il m'écrive, j'ai besoin d'y parler. Si je ne peux pas y parler, je ne me sens pas bien. Une stratégie pour combler ça, ben, c'est pourquoi il ne m'a pas appelé, il m'a dit qu'il m'appellerait dans 10 minutes. Ben, je vais lui envoyer 20 millions de textos. Donc, on tombe dans un passage à l'acte. Donc, on peut avoir différentes stratégies qu'on va utiliser pour être capable d'aller combler notre obsession. Donc, comme je vous donne comme exemple, texter sans cesse quelqu'un qui ne nous répond pas, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup chez les jeunes parce qu'on a besoin de cette personne-là, qu'on veut que cette personne-là nous réponde. Donc, au niveau là, du passage à l'acte, ben, on peut faire toutes sortes de choses. On peut avoir des réactions aussi plutôt extrêmes quand on a besoin de combler un manque très extrême. Et ensuite, je vous donne un exemple, la personne nous réécrivrait, ben là, on va vivre un sentiment d'apaisement. Ouf, la personne m'a finalement écrit, ça veut dire qu'elle est là pour moi. Mais aussi, on peut ressentir aussi une culpabilité de dire, je l'ai vraiment beaucoup texté pour cette chose. Peut-être la personne aussi, elle était fâchée de ça. Je me sens coupable d'avoir dû faire ça pour combler mon besoin. Puis ensuite, on retombe dans le manque affectif, parce qu'on a peur, parce qu'on se sent impuissant face à une situation, parce qu'on se sent anxieux. Donc, cette roue-là, pour les dépendants affectifs, elle tourne constamment. Et c'est quand on est pris dans ce cercle vicieux-là que c'est très difficile de s'en sortir. C'est à ce moment-là que ça peut être intéressant de parler à des professionnels, parler à des personnes qui sont peut-être hors de la situation pour voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Les conséquences de la dépendance affective peuvent être quand même très grands. On peut parler de symptômes dépressifs. Donc, comme que Isabelle l'a présenté tantôt, je travaille en santé mentale. J'ai déjà travaillé aussi dans un centre de crise et de prévention du suicide, autant adultes que plus jeunes. Donc, les symptômes dépressifs, donc d'avoir moins le goût de faire des choses quotidiennes, d'avoir moins d'intérêt à faire des choses qui nous font du bien habituellement, de se sentir très bas, d'être très fatigué. Tous ces symptômes-là qu'on peut ressentir au niveau dépressif peuvent commencer à s'augmenter et s'augmenter. Et ce que je mets ici aussi, c'est que symptômes dépressifs veut parfois dire un diagnostic de dépression, là. Donc, c'est important quand on commence à voir ce genre de conséquences-là, de faire appel à de l'aide et de ne pas rester seul dans tout ça. Une autre conséquence, c'est la baisse d'estime de soi parce qu'on ne se sent pas bien là, dans de la dépendance affective. Un peu comme je le montrais dans la roue, là, on finit toujours par ressentir un manque. Notre manque va peut-être être comblé un certain temps, mais le manque reste. Et ce manque-là fait en sorte comme quoi que notre estime personnelle, notre capacité à voir notre beauté intérieure et notre valeur est diminuée et diminuée. Aussi, on peut développer bien évidemment des troubles de comportement. Donc, je parlais, exemple, quelqu'un qui se fâche contre son partenaire, qui texte sans arrêt son partenaire. C'est des comportements qui sont inadéquats, qui sont toxiques et qui peuvent causer des troubles de comportement là, à long terme. Bien évidemment aussi les symptômes anxieux, donc de vivre dans un constant manque fait en sorte qu'on est stressé, on est anxieux, on a comme une boule à l'estomac, puis on ne comprend pas pourquoi on vit ça. Donc, ces symptômes anxieux-là, tout comme les symptômes dépressifs, peuvent amener à un diagnostic d'anxiété généralisée ou d'anxiété sévère. Donc, c'est important là, de faire attention à ça et de voir qu'est-ce qu'il y en est. La dépendance, hein, ça le dit, dépendance affective, on peut faire allusion aussi à des conduites addictives. Donc, certaines personnes vont vivre de la dépendance affective
vont aller chercher à combler un besoin aussi dans d'autres sphères. Donc, que ce soit en termes de consommation d'alcool ou de drogue, que ce soit en termes de jeux vidéo, tout ce qui peut être des conduites addictives peuvent ressortir de ça. Bien évidemment aussi le sentiment d'impuissance, le sentiment comme quoi que est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Est-ce qu'on va pouvoir passer au travers de tout ça? C'est un sentiment qu'on peut ressentir qui fait vraiment mal aussi. Puis bien évidemment aussi des difficultés sociales et relationnelles. Quand on est dans des patterns relationnels et sociaux qui ressemblent à de la dépendance, ben les gens autour peuvent s'en rendre compte. Puis c'est pas tout le monde qui sont nécessairement ouverts à avoir un discours avec vous. Donc, dans ce temps-là, on peut avoir de la difficulté à rentrer en contact avec des nouvelles personnes, d'être présent pour les gens qu'on aime aussi, parce qu'on met toute notre attention chez un individu ou une personne qu'on ressent qu'on en a besoin. Puis la conséquence aussi de tout ça, si on ne règle pas là, les 7 conséquences que je viens de vous nommer, ben, on peut parler aussi d'idées suicidaires à ce moment-là. Donc, d'une recrudescence là, des idées vraiment de noir, où ce que on est peut-être mieux dans ce cas-là de ne pas être présent dans la vie de nos proches parce qu'on n'est pas capable d'avoir une validation. Ça peut être quelque chose qu'on vit. Donc, les conséquences là, que je vous présente ici, c'est très, très, très important d'y faire attention, d'être conscient. Par contre, il y a différents signes qui peuvent nous dire qu'on est dépendant. Je vous parle de ça, peut-être que vous avez eu en tête certaines personnes, peut-être même vous-même, mais il y a des signes qu'on peut voir avant-curseur de est-ce que peut-être que moi j'en souffre ou est-ce que peut-être quelqu'un qui est proche de moi en souffre. On peut dire qu'au début, quand on est vraiment dans le bout obsessif, il y a quand même une excitation qui est là, un rush là, d'énergie qui devient tranquillement trop, qui devient lourd et qui devient très intense. Et quand on commence à ressentir la peur de l'abandon, le sentiment de jalousie là, que je vous parlais plus tôt qui devient excessif, qu'on n'est jamais satisfait, que ce soit avec nous-mêmes ou dans nos relations, qu'on est incapable aussi de prendre des décisions seuls, qu'on a toujours besoin que quelqu'un nous rassure et qui nous dise ben non, c'est correct, vas-y, tu es capable, puis qu'on n'est jamais capable de faire ce travail-là par nous-mêmes, ça peut être un bon signe. Aussi, le manque d'estime. C'est pas le manque d'estime en soi ne veut pas dire qu'on est dépendant affectif, mais ça peut être un signe précurseur qu'on en développe l'anxiété, la dépression, puis justement tous les comportements compulsifs. Puis j'ai souvent entendu, quand que j'étais dans mon bureau, provenant des jeunes aussi, est-ce que c'est normal d'être jaloux ou d'être jalouse? C'est une question qui revient beaucoup parce qu'on se demande, ben Colin, j'ai l'impression que je le vois de tout le monde ou qu'on en parle tellement, peut-être que c'est normal dans le fond d'être jaloux ou d'être jalouse. Dans chaque émotion, il y a un besoin. Et on a besoin parfois de combler ces choses-là. Le sentiment de jalousie peut être normal à un certain degré. Ça peut être positif aussi de ressentir cette émotion-là parce qu'on est capable de mettre en perspective parfois certaines problématiques. Donc, je vous donnais l'exemple plus tôt là, de quelqu'un qu'on n'a pas de nouvelles. Bien, on peut être sincèrement inquiet sans nécessairement se dire ah, ben, il est en train de me tromper ou il passe du temps avec quelqu'un que je ne veux pas. Ça peut mettre en perspective des situations où on veut qu'il y ait quelque chose qui change. Donc, la jalousie peut être saine dans la manière qu'elle est mise en application dans le comportement. Donc, c'est vraiment notre comportement qui vient définir si la jalousie est plus malsaine ou si elle l'est moins. Mais la bonne question, je pense, qu'il faut se poser, c'est si on en souffre, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Est-ce qu'on est capable de sortir du cercle vicieux qu'on parlait tantôt? Bien, une bonne manière, ça pourrait être de reconnaître nos patterns à nous. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être jaloux, jalouse? Est-ce que moi, je suis capable de faire peut-être la différence entre ma perception et la réalité? Hein? De voir, moi, j'ai pensé ça sur le coup, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que mes craintes, elles sont légitimes? Parfois, oui.
Parfois non. Donc, d'être capable de faire cette différence-là peut vraiment aider à comprendre un peu ce qui se passe, mais aussi de trouver des moyens de comment est-ce qu'on peut changer la situation. Si j'ai un besoin là, constant d'être validé, ben, peut-être de trouver des moyens, des stratégies pour m'auto-valider. Ça, on a du contrôle là-dessus. Mais de demander d'être validé par quelqu'un d'autre, on n'a pas le contrôle là-dessus. Fait que de prendre en charge ce sur quoi on a du contrôle versus ce sur quoi on n'a pas de contrôle peut nous permettre d'être capable de dire, ben, ces moyens-là, je sais qu'ils vont fonctionner parce que c'est moi qui les applique, puis moi, je sais que j'ai du contrôle sur ma propre vie. Bien évidemment, de prendre du recul d'une situation, là, quand il y a un conflit, que ce soit un conflit qui soit sain ou qui soit pas malsain, ben, on a besoin d'un recul, on a besoin de sortir de cette situation-là afin de mieux réfléchir. Donc, prendre un recul, prendre une pause, mais aussi si on a besoin de respirer. On parle de méthode de relaxation parfois, de prendre le temps de se décompresser, de relaxer, de prendre un moment où ce qu'on ne pense pas à ça, ça peut être très bénéfique. Puis, quelque chose qui est important de voir aussi, c'est si on a un partenaire qui est dépendant affectif et qui a des comportements malsains, c'est parfois de ne pas le voir comme une preuve d'amour. J'entends souvent ça que ah ben il était jaloux, c'est parce qu'il doit m'aimer. Il doit m'aimer fort, fort, puis c'est parce qu'il m'aime très fort qu'il est jaloux comme ça. Mais la jalousie, c'est pas une preuve d'amour. La jalousie, c'est pas une preuve que la relation va bien. Au contraire, c'est peut-être des insécurités qu'il faut commencer à traiter pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis, on peut ressentir, là, justement, le besoin d'une autonomie aussi quand on veut s'en sortir, le besoin de se retrouver nous-mêmes, de réapprendre à comprendre d'où ce qu'on vient. Donc, d'être capable de travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre estime, notre confiance en soi, mais aussi l'affirmation de soi, d'être capable de s'affirmer quand on a un besoin. Ça peut être très aidant au niveau de la dépendance affective. Puis ces compétences-là là, que je parle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous pouvez entamer un travail de compréhension de vous-même, compréhension de ce qui se passe, sans nécessairement que vous puissiez le mettre tout de suite en application. Mais de vous donner une chance. Hein. Je pense que c'est important, surtout dans des cas de dépendance affective, de se donner de l'autocompassion. C'est important de se donner cette liberté-là de faire comme ben, j'ai mes bonnes journées et j'ai mes moins bonnes journées. Mais je vais travailler fort et je sais que je travaille fort et que je vais être capable de m'en sortir. Donc, de garder espoir au travers de tout ça, qu'on va être capable de s'en sortir et de trouver des solutions. Et bien évidemment, d'aller chercher de l'aide auprès des professionnels si on en ressent le besoin. J'ai d'ailleurs un test pour la dépendance affective. J'ai le lien dans mes choses. Je pourrais vous le transférer là, au niveau du chat là, tantôt, là, lors de la période de questions, si certains sont intéressés là, pour voir un petit peu les patterns, puis voir si peut-être ben, vous souffrez de dépendance affective. Et un sujet aussi que j'aime bien parler, qui est intéressant, c'est la dépendance affective au niveau des relations polyamoureuses. Est-ce que ça existe? Peut-être de définir rapidement c'est quoi des relations polyamoureuses. C'est des relations où ce que il va y avoir plusieurs partenaires au sein d'une dynamique amoureuse et que c'est accepté, c'est conclu. Donc, de dire comme quoi que les partenaires sont au courant qu'il peut y avoir des amants, des copains, des copines et que c'est correct comme ça. Mais souvent, on va avoir comme la pensée de ben, ces gens-là ne sont pas du tout jaloux, ne vivront pas du tout de dépendance affective, ils sont tous en couple ensemble. C'est pas vraiment ça, la réalité. La dépendance affective et la jalousie peut aussi se retrouver dans des dynamiques de couple qui ne sont pas hétéronormatives. Donc, d'être capable de dire ben, les relations polyamoureuses, pourquoi qu'elles fonctionnent ou pourquoi qu'elles ne fonctionnent pas, ben, ça prend tout les astuces là, de relations saines que je vous ai contées plus tôt pour que ça soit comme il faut. C'est important de communiquer. Qu'on soit dans une relation hétéro ou qu'on soit dans une relation poly, il faut être capable de le nommer quand il y a des inconforts. C'est important aussi de prendre du recul sur soi et de voir comment est-ce que nous, on se sent par rapport à une situation. Donc, la question que j'avais souvent des jeunes, c'est ben, c'est sûr que ce genre de relation-là ne fonctionne pas. Les gens vont tous finir aussi par être jaloux.
Puis ça, je pense comme quoi que c'est pas non plus la réalité. Les personnes à qui j'ai eu la chance de parler qui étaient dans des relations polyamoureuses et que c'était fonctionnel, c'était des gens qui parlaient de leurs insécurités à leurs proches, à leurs amants, à leurs copains, copines et qui étaient capables aussi euh, de, de voir les patterns quand ils arrivaient. Donc, c'est pas de dire qu'une relation polyamoureuse, c'est mieux qu'une relation hétéro ou vice-versa, mais c'est de dire que ces différentes dynamiques-là, il peut y avoir de la dépendance affective et de la jalousie quand même. C'est de faire tout de même attention au travers de tout ça. Donc, écoutez, moi, ça a été un plaisir de vous présenter ma conférence aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous puis que ça a répondu à certains questionnements. Euh,